Ok, eh bien, il est 11 heures, donc le webinaire peut commencer. Je souhaite la bienvenue à tous. Certainement que d'autres participants vont nous rejoindre durant le webinaire, je l'espère. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le groupe apicole francophone de la plateforme TK, car c'est une première, c'est le premier webinaire que BNNS organise pour le groupe francophone de la plateforme TK. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elsa Demoulin. Je serai la principale modératrice de ce webinaire et je suis accompagnée par mon collègue Patrice Lerouzic de Miel Maya Honing, ainsi que par Charlotte Liétard de la FAO qui essayera de répondre à toutes vos questions au niveau du chat. Parmi les intervenants, nous avons la chance d'être accompagnés par deux cofondateurs de la Ruche Fonge. C'est Monsieur Christophe Fonge et Monsieur Serge Ayangma. Donc, bienvenue à nos deux cofondateurs de la Ruche Fonge qui habitent au Cameroun. Et nous sommes accompagnés de trois techniciens apicoles, Jean de Dieu Barahira du Rwanda, Claire Clément du Sénégal, dont la connexion n'est pas parfaite. On verra si c'est possible pour elle de nous rejoindre. Sinon, elle nous a transféré une très chouette vidéo qu'on vous partagera. Et nous avons aussi Gervais Yad de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour les intervenants. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais vous introduire le webinaire. Hop. Présenter les objectifs et je vais faire un rappel sur les différents modèles de ruches que l'on peut notamment rencontrer en Afrique. Donc voilà, je vous ai fait une brève présentation des intervenants. Patrice, peux-tu me dire si vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran, mais tu ne partages pas en plein écran. Je ne sais pas si tu sais corriger facilement le problème. Mais sinon, on arrive à lire, je pense. Comme ça. Non. Comme ça va mieux? C'est pareil. Maintenant, si tu n'y arrives pas, c'est pas vraiment gênant. Je pense qu'on arrive à lire. Ok, ça va. Merci. Donc tout d'abord, je vous ai dit tout à l'heure que Patrice et moi, on travaille au sein de la SBL Miel Maya Honing, située en Belgique, et nous faisons partie du réseau Beekeeping Network North-South. C'est à travers ce réseau que donc BNNS collabore depuis 2015 avec la FAO pour la modération du forum apicole francophone de la plateforme TK. Et c'est à travers ce réseau que nous sommes actifs dans la vulgarisation de pratiques apicoles. Alors TK, c'est technologie et pratique pour les petits producteurs agricoles. C'est quoi? C'est une plateforme en ligne qui est accessible gratuitement et c'est une base de données très riche en informations. Uniquement sur l'apiculture, vous pouvez retrouver 124 publications apicoles dans 3 langues différentes. Donc ici, il y a le lien et vous pouvez accéder aux fiches techniques apicoles sur la page d'accueil en cliquant sur explorer nos fiches techniques. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi le thème de la ruche Fonge pour ce premier webinaire? Eh bien, ce webinaire s'inscrit dans la continuité du travail que réalise le groupe apicole francophone de TK, puisque en 2016, une discussion a été lancée sur la technologie de la ruche Fonge et elle a donné naissance à une fiche technique qui est publiée sur le site de la plateforme TK. Donc, on a eu aussi des questions, des demandes par la suite
parce que ce modèle a inspiré, comme tous les autres thèmes qui ont été lancés dans des discussions, eh bien, ça inspire des techniciens apicoles dans différents pays. Et certains l'ont testé. Alors maintenant, est-ce que ce modèle est maîtrisé? C'est un nouveau modèle de ruche pour les personnes qui la testent. Donc, est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce qu'elle est adaptée à toutes les régions? Quels sont les succès, les difficultés rencontrées, etc. Il y a de nombreuses questions qui subsistent. Et ce webinaire va tenter de répondre à certaines de vos questions et essayer de renforcer les capacités des techniciens apicoles présents avec nous et qui la testent. Voilà, je vous ai présenté un peu tout à l'heure déjà nos intervenants. Mais avant de donner la parole à Monsieur Fonge, je vais rapidement vous présenter, nombre d'entre vous les connaissent peut-être, différents modèles de ruches qu'on peut rencontrer au Cameroun. Donc, on retrouve au Cameroun, pardon, je veux dire en Afrique en général, mais aussi sur d'autres continents. On peut retrouver des ruches à rayon fixe aussi en Asie et en Europe, par exemple. Voilà, mais comme on est sur un modèle qui a été, on va parler d'un modèle qui a été créé au Cameroun, effectivement, là, je vous présente quelques modèles de ruches retrouvés plutôt en Afrique. Donc, on a des ruches à rayon fixe, c'est-à-dire dont le rayon s'attache directement aux parois de la ruche. Elles peuvent être fabriquées en différents matériaux locaux, trouvés, accessibles, donc la paille, de la terre. Et elles peuvent être à une ou deux ouvertures. Il y a des avantages et des inconvénients. Les ruches, voilà d'autres photos. Ici au-dessus, on voit une ruche du Cameroun, d'une région particulière au Cameroun, qui s'appelle la Damawa, mais qu'on retrouve également en Afrique de l'Ouest. Elle est à une ouverture, c'est-à-dire que lorsqu'on va ouvrir pour récolter, l'apiculteur va devoir détruire le couvain. Donc, ce n'est pas très bon, ce n'est pas durable, c'est un peu triste pour la colonie d'abeilles et pour l'apiculteur aussi de détruire à chaque fois la colonie pour pouvoir récolter le miel. Mais il y a des ruches à deux ouvertures où on peut voir une qui est très très longue, qui est une ruche tout à fait acceptable et durable, puisque au lieu d'ouvrir par l'entrée le trou de vol, eh bien, il y a un côté, il y a une deuxième porte à l'arrière qui permet de récolter uniquement le miel, les rayons de miel operculés. Alors ainsi, on ne dérange pas le couvain. On retrouve ce modèle de ruche dans différentes régions. Voilà. Donc, c'est une ruche durable. Je sens que ça résonne. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Voilà. Donc, c'est une ruche que nous trouvons très intéressante, qui a beaucoup d'avantages car elle ne coûte pas très cher et c'est facile pour démarrer en apiculture. Et donc, vous pouvez retrouver notamment une fiche sur la plateforme TK qui explique comment on la construit, on la fabrique. Alors, maintenant, il y a aussi il y a les ruches à rayon mobile. Donc, les rayons de cire et de miel sont alors fixés sur des barrettes. Ici, on voit par exemple la ruche kenyane qui a été conçue en Afrique. C'est la plus fréquente, mais il existe toute une série d'autres ruches à barrettes, des ruches rectangulaires, des boîtes carrées. On peut la fabriquer en bois ou en matériaux locaux, comme ici du palmier raffia, appelé bambou dans certains pays. La ruche tanzanienne, il y a une variante qui s'appelle la ruche Lagrande. Et tous ces modèles de ruches, eh bien, il y a des fiches techniques disponibles. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais essayé un de ces modèles, vous pouvez retrouver la documentation sur la plateforme TK. Et on retrouve également parfois, plus rarement, mais des ruches à rayons mobiles fixées sur des cadres.
Là, nous n'avons pas de fiche sur TK, car c'est plutôt une ruche qui a été développée en Europe et TK fait la promotion de pratiques qui ont été développées plutôt dans les régions chaudes. Voilà. Voilà pour ma présentation. Donc, la ruche fonge fait partie, est un autre modèle de ruche, mais je vais laisser plutôt la parole à Monsieur Fonge qui va me présenter beaucoup mieux que moi le modèle de ruche. Donc voilà, Monsieur Fonge, à vous la parole. Monsieur Fonge a également une présentation qu'il va pouvoir partager son écran. Merci beaucoup, merci Patrice, merci Elsa, merci à Serge Ayama et merci également aux autres collaborateurs, aux invités. Très bien, le GIC Lumicam vous présente son innovation qui est la ruche fonge. Alors, cette ruche fonge est une ruche de synthèse, c'est-à-dire une ruche, n'est-ce pas, qui présente les fonctionnalités des ruches kenyanes, utilisées généralement en Afrique, des ruches de type horizontal, et des ruches de type vertical, telles que la ruche d'Adam, la Lanstro et autres qu'on utilise couramment en Europe. Au sommet de cette présentation, nous allons voir les spécificités de la ruche fonge, les avantages et inconvénients de cette ruche, les schémas de fabrication et enfin comment fonctionne la ruche fonge. Pour parler de spécificité, il est question d'une comparaison notamment entre les deux grands modèles de ruche, ruche horizontale et ruche verticale. Nous commençons par, n'est-ce pas, la comparaison de la ruche fonge avec les ruches verticales. Nous avons choisi le modèle d'Adam. Sur ce schéma, vous pouvez bien observer à ma gauche la ruche d'Adam, à droite la ruche fonge. La grande différence réside ici au niveau du corps de ruche. La ruche d'Adam présente un corps trapézoïdal, un corps parallélépipédique, pour ne pas dire plus ou moins cubique, et la ruche fonge, un corps trapézoïdal. Eh bien, ça a toute son importance. Le temps ici ne nous permet pas de l'expliquer, mais dans la fiche technique, vous pourrez avoir de plus amples informations. Toujours au niveau du corps, nous observons au niveau du corps de ruche d'Adam que ce sont des cadres qui sont introduits là-bas, alors que dans le corps de ruche fonge, ce sont des barrettes. Ça, c'est la première observation. Et nous voyons bien que les cadres laissent des espaces, alors que les barrettes ici ne laissent pas du tout d'espace. Ça présente une curiosité que nous expliquerons, n'est-ce pas, un peu plus tard. Maintenant, en comparant la ruche fonge à la kenyane, qui est une ruche horizontale, nous voyons d'abord l'encombrement et la taille de la ruche kenyane, ici en haut. Donc, la ruche fonge est considérée comme un module variable. Ça veut dire, on a le corps, on peut y ajouter une hausse, deux hausses, pourquoi pas plusieurs hausses, en fonction de la taille des colonies, en fonction, n'est-ce pas, de la quantité de mielés. Voilà une première différence. Toujours par rapport à la kenyane, qui est un seul bloc et qui a un seul modèle, même si le nombre de barrettes peut faire en sorte que son volume soit un peu variable. Ici, nous avons plutôt, en termes de qualité, deux modèles de ruche fonge. Le modèle FKM, qui signifie pour nous tout simplement Fonge Kenya Modified, et le modèle FDM, Fonge D'Adam Modified. Quelle est la différence entre ces deux modèles? Au niveau du corps, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la os, le modèle FKM porte des barrettes en os et pour recevoir ces barrettes, on met des cales de réglage des barrettes avec des supports de cales. Avec le modèle FDM, nous mettons ici en os des cadres et pour contrôler ces cadres, nous prévoyons une crémaillère. Donc, à la place des supports de cales et de cales de réglage, nous mettons une crémaillère. Et je précise ici, ce qui n'est pas accordé à la fiche, qu'avec la crémaillère, c'est pour supporter les cadres d'Adam. Mais nous venons d'apporter une légère modification en utilisant les cadres Hoffman. À ce moment,
on ne va plus utiliser la crémaillère. On peut utiliser donc la même hausse que pour le modèle FKM et mettre naturellement, n'est-ce pas, les cadres de type Hoffman qui ont la particularité d'avoir 3 cm de largeur au lieu de 2 cm pour le cadre de type Hoffman. Là aussi, surtout pour faciliter les dépenses, on ne va plus avoir besoin d'une crémaillère. Voilà la nouveauté que j'apporte, n'est-ce pas, dans ce webinaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de la ruche-fonge? Comme nous l'avons dit, la ruche-fonge provient d'une longue étude comparative entre la kenyane et la dadan. Alors, nous avons dégagé, n'est-ce pas, le meilleur des ruches kenyanes et des ruches dadan, et, n'est-ce pas, en laissant ce qui ne convenait pas pour les ruches, pour les 2 types de ruches. Par exemple, nous observons, par son volume réduit, un meilleur contrôle de la température dans le corps de ruche, ce qui entraîne naturellement une économie d'énergie pour les abeilles qui maintenir une température constante autour de 27-28 degrés. Lorsque la ruche est très grande, elle passe le temps à ventiler pour maintenir cette température, et qui dit passe le temps, elles ont moins de temps pour produire de l'abeille et le rendement baisse. Alors, l'autre avantage qui a fait beaucoup de buzz, comment on a pu se passer de la grille à reine? Alors, le fait qu'on ne se passe de grille à reine constitue une économie de temps parce que l'utilisation de la grille nécessite une manipulation et d'argent parce que la grille à reine a un coût. Donc, l'apiculteur s'en trouve, n'est-ce pas, bénéficiaire. La double conséquence de tout ceci est que la production et la productivité sont améliorées. La production, c'est quoi? C'est la quantité de miel récolté. La productivité, c'est tout simplement le rapport entre la quantité de miel récolté et les éléments mis en jeu pour cette récolte. Donc, la ruche-fonge, nous l'avons vérifié, pourrait améliorer notre rendement de 30 à 40%. Mais ceci, c'est une autre chose. Il y a des utilisateurs qui l'ont expérimenté et c'est eux qui pourront, n'est-ce pas, en dehors de nos concepteurs, qui pourront nous dire ce qu'il en est exactement. Quels sont les avantages? Maintenant, nous passons sur les inconvénients. Nous n'insisterons pas assez dessus, mais nous disons, ce n'est pas parce que nous avons utilisé, n'est-ce pas, le corps de ruche kenyan avec sa forme trapézoïdale qu'on ne peut pas dire qu'il y a des inconvénients. Rien n'est parfait. Donc, s'il y a des inconvénients au niveau du corps de ruche, la ruche-fonge va naturellement épouser ces inconvénients. Il en est de même pour la hausse d'Adam que nous utilisons. S'il y a des inconvénients de hausse, la ruche-fonge accepte naturellement ces inconvénients. Comment est-ce qu'on fabrique la ruche-fonge? Nous avons 2 schémas principaux. L'un pour le modèle FKM, avec toute sa cotation bien représentée. Nous voyons en particulier la carte de réglage, les parois et les différents côtés, aussi bien pour la hausse que pour le corps. De la même manière, nous avons présenté un schéma pour le modèle FDM où la carte de réglage est remplacée par la crémaillère. Mais je viens d'ajouter que même sans carte de réglage, donc en utilisant la même hausse qu'on a utilisée pour le modèle FKM, on pourrait aussi bien mettre des cartes. Pourquoi ces 2 modèles? C'est parce que nous voudrions que la ruche-fonge soit un modèle universel pouvant être utilisé aussi bien par ceux qui ont des pressoirs et vont donc utiliser le modèle FKM que par ceux qui ont des extracteurs qui pourront alors mettre des cartes avec le modèle FDM. Donc, aucun apiculteur ne se sente lésé parce qu'il n'a que le pressoir, parce qu'il n'a que, n'est-ce pas, l'extracteur. Pour nous autres, nous avons les 2. Donc, nous pouvons aussi bien presser le miel que l'extraire par centrifugation avec un extracteur. Pour faciliter le montage, nous souhaiterions que l'apiculteur dispose sur le sol les différents compartiments de la ruche comme c'est indiqué ici. Et les lettres A, B, C et autres, c'est un ordre de montage que nous proposons. Ça veut dire, par exemple, qu'on prendra d'abord un côté trapézoïdal auquel on fixera une paroi soit antérieure, soit postérieure, donc B ou C.
avant de mettre le deuxième côté trapézoïdal D. Comme nous constatons que la paroi antérieure B a déjà une entrée, si elle ne l'a pas encore, après ce premier montage, on devra mettre l'entrée avant de mettre E qui est le fond. Maintenant, les autres sont symétriques. Donc, quand les 5 premiers éléments sont déjà montés, nous pouvons donc mettre du support de cale soit S, soit H, puis les cas de réglage, soit G, soit I, et le montage est terminé. Ce montage, n'est-ce pas, ça ne prend vraiment pas de temps. Si les dimensions sont respectées, alors votre ruche-fonge est prête. Pour la hausse, ce n'est pas compliqué. 4 morceaux de planche, et puis on met le cas de réglage, c'est tout. Donc, il n'y a pas besoin d'un schéma particulier pour la hausse. Alors, comment fonctionne la ruche-fonge? Ce fonctionnement sera représenté par quelques schémas. D'abord, un rucher expérimental. Ici, nous avons 500 ruches exactement, dont 250 ruches fonges et 250 ruches kenyanes. Nous voyons bien que le paysage s'y prête. On ne dira pas qu'il y a trop de ruches, puisque vous voyez en fond une forêt où les abeilles peuvent facilement s'alimenter. Et la précision est que ces ruches ont été disposées de manière quelconque, alternative, en sorte que, au final, le résultat soit, n'est-ce pas, valable, parce que les ruches sont dans le même environnement, placées sans qu'il y ait de faveur pour la ruche fonge ou pour la ruche kenyane. Ça se donne un rucher expérimental, ruche fonge et ruche kenyane. Nous avons maintenant, à l'issue de cette expérience, déduit que la ruche fonge avait un meilleur rendement. Et voilà pourquoi nous pouvons déjà trouver beaucoup de nos ruchers entièrement constitués de ruches fonges, comme ici. Nous avons exactement 100 ruches fonges, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'exploiter. Il est intéressant de savoir comment on pose la hausse, comment les abeilles font pour accéder en hausse, les ouvriers notamment, alors que nous avons dit que le corps est entièrement couvert. Voici donc le secret que nous livrons, parce que nous savons qu'avec la ruche d'Adam, les cadres sont déjà espacés de 2 cm. Ici, il n'y a pas d'espacement entre les barrettes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons sortir, n'est-ce pas, un rayon, comme vous l'observez sur le schéma 2A, on le fait sortir, et l'espace qui est laissé est redistribué sur les 2 côtés du corps de ruche, permettant ainsi aux ouvrières d'accéder en hausse. À ce moment, nous disons que la hausse est activée. Quand le corps est totalement fermé, on dit que la hausse est désactivée. Voilà. Donc, après cela, nous devons poser la hausse. On ne pose pas la hausse brutalement du haut en bas. Pour ne pas écraser les abeilles, nous posons la hausse au bord de la ruche et nous coulissons pour que s'il y a des abeilles là, que ça les écarte tout simplement au lieu de poser directement la hausse pour les écraser. Et au final, voilà les hausses qui sont déjà posées. Donc, le secret ici, n'est-ce pas, qui permet de laisser l'espace seulement au bord, nous facilite l'accès des ouvriers en hausse. Et nous n'avons pas besoin de griller à reine. Et depuis, nous n'avons pas constaté que les abeilles ont eu, n'est-ce pas, la reine a eu à monter pour pondre en hausse, donc pas de couver en hausse. Nous précisons donc ici que la libération des espaces sur les côtés permet donc de recentrer l'espace laissé par la barrette supprimée. Ce sont ces espaces sur les côtés qui permettent l'accès des ouvriers en hausse, alors que la reine reste sur les barrettes centrales où se trouve le couvain. La grille à reine n'est alors pas nécessaire ici. C'est l'une des forces et des particularités de la ruche fonge. Comment fonctionne cette ruche? Toujours nous restons dans le fonctionnement pour montrer que cette ruche, par son volume réduit, donc moins encombrant, plus facilement manipulable, peut être utilisée comme des ruchettes. C'est-à-dire, nous la balançons 3 mètres de hauteur sur les branches, sur les arbres, pour facilement capturer les colonies, les essaims en divagation. Et nous pouvons bien voir ici que ça marche, parce que vous voyez beaucoup d'abeilles là devant une ruche. Et l'avantage aussi est que lorsque cette ruche est ainsi colonisée, elle peut faire 1 mois, 2 mois, et nous la descendons quand c'est déjà plein, prête tout de suite à prendre la hausse. Parce que nous devons préciser qu'il est recommandé de ne pas récolter du miel dans le corps, mais seulement dans la hausse, où on peut aller, par exemple, avec
lors de la deuxième ruche ici très chargée, nous voyons qu'elle prendra au moins 2 os. Et ces os, n'est-ce pas, vont nous livrer leurs produits. Ce produit que nous allons voir d'ailleurs à travers cette petite vidéo, hein, vous voyez une ruche avec 2 os en activité. Merci pour la minute avant la fin de la présentation qui est terminée ici. Nous attendons donc la vidéo. Merci. Patrice, peux-tu couper le partage? Je vais aller chercher la vidéo de Monsieur Fonge. Merci beaucoup, Monsieur Fonge, pour cette présentation. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui montre une récolte. Une récolte, et je vois, Monsieur Fonge, que la hausse possède des cadres. Les rayons de miel sont posés sur des cadres et non sur des barrettes. Et apparemment, la récolte est bonne puisqu'il y a 2 hausses, l'une sur l'autre. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fonge, pour cette superbe présentation. Je vais maintenant donner la parole aux 3 techniciens apicoles qui vont d'abord se présenter et expliquer le test qu'ils ont mis en place avec les ruches Fonge. Gardez vos questions pour la suite. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Monsieur Gervais Yade de la SBL PAED en République démocratique du Congo. Monsieur Gervais. Patrice, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Je pense qu'il est activé. Bonjour Gervais. Je vois que son micro n'est pas activé. Je refais une demande. Il devrait cliquer en bas à gauche sur la fenêtre. Monsieur Gervais, est-ce que vous pouvez cliquer sur votre micro? A-t-il un micro? Parce que je vois qu'il a des écouteurs. J'espère que c'est des écouteurs équipés d'un micro. Et ce n'est pas possible d'activer son micro à sa place? Je lui demande d'activer, mais il n'y a que lui qui peut donner l'autorisation de le faire. Ok. Peut-être le temps que Gervais... Gervais, est-ce que vous trouvez le micro? C'est un icône qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Voilà, là vous venez de désactiver la vidéo. Donc c'est l'icône qui se trouve à côté de la vidéo que vous devez activer. Bon, Monsieur Gervais, je vais continuer d'explorer. Bonjour. Bonjour Jean de Dieu. Est-ce que Je m'appelle Bahira Jean de Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Je m'appelle Bahira Jean de Dieu, apiculteur rwandais depuis 2002. Je travaille pour Ardi en qualité de technicien. Est-ce que vous entendez? Sa mission est de promouvoir et consolider le taux de développement des collectivités de base
en soutenant leurs initiatives de développement intégré. Donc, relativement à cette émission, l'objectif d'ARDI est de contribuer au développement des circuits durables et rentables en matière de promotion et valorisation des produits apicoles en vue de lutter contre la pauvreté en milieu rural au Rwanda. Donc, étant un des techniciens apicoles, j'ai commencé à faire l'apiculteur en 2002, donc j'ai à peu près 20 ans d'expérience. J'ai 22 riches à peu près, 6 riches de type frange, 14 riches Langstroth et 2 riches Timian. J'ai commencé donc à utiliser les riches franges depuis 2019. Donc, ce que je peux dire dans la riche frange concerne le point suivant. Donc, l'adaptabilité des colonies dans la riche frange, avantage de la riche frange et convénient problème donc ou des lacunes trouvées dans des riches franges. Donc, si j'entame le premier point lié à l'adaptabilité, donc après le peuplement des riches franges, j'ai pu observer que les abeilles travaillent bien, donc elles fabriquent les léons vite. La reine pond beaucoup d'œufs, donc il y a donc une contrôle de la température à cause du volume réduit. Normalement, donc, j'ai observé ça après des semaines de peuplement de cette riche. Et puis, si on arrive à d'autres avantages, cette niche pouvait être utilisée par les paysans qui ont peu de moyens, qui veulent s'investir dans l'apiculture moderne. Donc, cette niche n'exige pas l'utilisation de la grille à laine. Et puis, j'espère que tout le monde quand même connaît le lore de grille à laine qui consiste à empêcher donc la reine à monter pour aller pondre les œufs dans la hausse. Et puis, les abeilles lèguent facilement la température. Et les abeilles avec la riche Langstroth. L'apiculture peut utiliser l'effet d'ossure gaufrée ou non. Donc, s'il utilise la hausse comportant des cadres ou bien des balettes. Pour un apiculteur qui a besoin de sucre, il peut utiliser la riche frange, donc une hausse qui comporte les balettes. Qualitativement, la production est bonne que celui de la riche Langstroth. Et puis, à ce qui concerne la production, cette année, j'ai pu produire 12 kilos de miel donc pour une riche frange. C'est aussi une riche facile à déplacer. Donc, si, par exemple, un apiculteur veut transhumer les colonies afin d'aller chercher la nourriture ailleurs, donc il peut transporter cette riche sans problème. Inconvénient que j'ai pu identifier, donc la riche frange est une riche des apiculteurs avancés en élevage des abeilles. Donc, un débutant ne peut pas l'utiliser, donc il peut avoir des problèmes. Les apiculteurs, donc, rencontrent les difficultés lors de la mise de la hausse. Vous savez que les balettes du corps sont scellées pour faire monter les abeilles. Donc, dans le cas des apiculteurs qui n'ont pas de connaissances avancées sur la riche frange, peut l'abandonner. Le problème réside sur le fait de laisser une place aux abeilles pour monter, aller bâtir des rayons dans la hausse. C'est une riche qui essaime facilement, donc il exige des suivis très réguliers. Donc, ceci étant entraîné par l'étroitesse du corps de la riche. Ceci s'observe dans le camp des abeilles Apis mellifica dans son de la laine produit beaucoup d'œufs. Je m'en souviens, j'ai sensibilisé un collègue
d'utiliser cette riche. Le problème qu'il a rencontré, c'est que les abeilles ont stocké le miel dans le corps. Normalement, c'est la partie réservée à la reproduction des abeilles à travers donc la ponte des épaules par la reine. Comparativement à la riche langstroth, lors des visites, on a trouvé donc des cadres remplis de miel. Donc, si les abeilles stockent le miel dans le corps, donc il y a une diminution des abeilles car la reine manque donc une place suffisante pour continuer la ponte. Dans ce Ah, nous avons perdu Jean de Dieu. Donc, l'architecte doit monter et faire descendre une cadre. Donc, c'est possible pour la riche frange. Vous m'entendez? Oui, ça a coupé. Vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux répéter lorsque tu trouves Jean de Dieu, est-ce que vous m'entendez? Si on trouve un autre problème que j'ai constaté, c'est que non, je ne vous entends pas. Ça coupe. Je ne vous entends pas. Je pense que M. Balahira a voulu nous expliquer que lorsque vous trouvez du miel dans le corps, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez ce rayon de miel et vous le déplacez vers la Oui, normalement pour la riche langstroth. Mais pour la riche frange, c'est impossible car la hausse, donc il n'y a que des barrettes. Donc et la grandeur du couvain, donc la cire, c'est très lourd que donc les mesures du cadre qui se trouvent dans la hausse. En fait, c'est ça ce que je peux dire sur la riche frange. Ce qui reste, c'est dans le messier frange pour avoir innové cette riche. Dans le cas de dos, le pont de haut, c'est une lacune qui joue négativement à la production du miel. Et puis, deuxièmement, je remercie Miel Maya et vos partenaires qui contribuent quand même à l'enforcement des capacités des agriculteurs. Je remercie également l'ARDI et ses partenaires comme le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les partenaires d'ARDI, DO, Vétérinaires sans frontières, Province Flandre orientale, Imbarago Vision, Miel Maya et FAO, qui contribuent quand même au développement de l'apiculture dans notre pays comme des activités génétiques de revenu. J'ai des questions à poser à M. Fonch. Merci Gervais. Nous reviendrons, merci Jean de Dieu, excusez-moi. Oui. Nous reviendrons sur vos questions juste après. Nous allons d'abord écouter la présentation de M. Gervais et de Claire Clément. Peut-être une précision par rapport au discours de Jean de Dieu. Je pense que M. Jean de Dieu a voulu dire qu'il n'était pas possible de déplacer une barrette du corps dans la hausse, ce qu'il fait parfois avec la ruche langstroth. Voilà, c'est juste pour éclaircir ce point. Je vais transmettre la parole à Claire Clément et nous reviendrons vers M. Gervais après la présentation de Claire. Je ne sais pas si Claire possède une bonne connexion Internet au Sénégal. Donc, Patrice, il faudra peut-être partager sa vidéo. Claire, est-ce que vous nous entendez? Voilà. Là, nous, on ne vous entend pas très bien. Alors, on ne vous entend pas bien, Claire. Patrice, est-ce que peux-tu partager la vidéo de Claire? Je m'en charge. Super. Ne vous inquiétez pas, les spectateurs, nous avons prévu des plans B et des plans C au cas où certaines personnes n'arrivaient pas à se connecter. Je suis franco-sénégalaise, écologue de formation, mais également apicultrice depuis une dizaine d'années au Sénégal. Alors, j'ai tout d'abord commencé l'apiculture avec les populations locales dans une réserve naturelle.
Et puis, j'ai progressivement installé mes propres ruchers au cours des 5 dernières années. Je vis aujourd'hui dans un petit village qui s'appelle Kouriantine, au bord du fleuve Gambie, dans la région de Kolda, à l'est du Sénégal. Alors, je possède aujourd'hui une quarantaine de langstroth et des ruches voirées, dont les dimensions ont été adaptées évidemment à l'abeille africaine. Et j'utilise toutes ces ruches avec le système de barrettes, comme celle-ci. Vous voyez, avec une rainure au centre et puis des petites amorces de cire que je fabrique avec la cire que je récupère par mon sérificateur solaire. Alors mon objectif, c'est de pratiquer une apiculture la plus douce possible en ayant le moins d'intervention sur les colonies. Et c'est pour cela que finalement je teste beaucoup de modèles différents pour trouver ce qui me correspond le mieux et ce qui correspond le mieux à mes abeilles. Alors pour le moment, je suis plutôt mitigée sur les différents modèles que j'utilise. J'ai une préférence pour la ruche kenyane qui est beaucoup plus simple d'utilisation pour moi et les colonies s'y plaisent bien, produisent bien. Par contre, le volume est très important et sûrement trop par rapport à la taille des colonies d'ici. Et du coup, j'observe deux problèmes. Un problème de peuplement naturel à la base. Et deux, un problème de maintien des colonies en saison sèche lorsque les ressources diminuent et que la taille des colonies diminue. Au niveau du peuplement, j'ai utilisé des ruchettes kenyanes, comme vous voyez ici en dessous, qui me permet de capturer beaucoup plus facilement des essaims. Par contre, j'ai toujours eu des problèmes de transfert entre les ruchettes et les grandes ruches kenyanes. Ça a toujours été une catastrophe. Des rayons cassés, des colonies qui désertent. Donc finalement, j'ai abandonné et j'utilise uniquement mes ruches kenyanes avec un séparateur et un peuplement naturel. Au niveau maintenant de la langstroth, donc vous voyez ici une langstroth sur 11 rayons. Alors j'utilise la langstroth avec des barrettes parce que ça me convient bien, j'ai pas de centrifugeuse et j'ai pas envie de m'embêter avec des cadres. Et puis finalement, ça marche très bien avec des barrettes. Donc la ruche langstroth, j'ai trouvé que le volume qui fait 40 litres convient très bien aux colonies d'ici. Ça, j'ai très peu de désertion sur mes ruches langstroth. Je les utilise sur un élément et un deuxième élément en période de mielée. Et comme ce sont des ruches langstroth, l'élément fait 25 cm. Donc ça reste une ruche qui est très lourde à manipuler, avec des rayons qui peuvent casser également. Donc c'est pas l'idéal. Concernant la ruche Waré, qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable, elle me convient bien en termes de manipulation. Par contre, elle n'est pas stable. Pour avoir un volume quand même suffisamment grand, je l'utilise sur 3 éléments avec des fortes colonies et il y a des risques de chute. Et puis il faut la surveiller trop souvent. Donc moi, dans le contexte dans lequel je suis, c'est pas facile. Mais par contre, je continue de l'utiliser parce que je pense qu'elle a un intérêt dans le cadre de mielée très rapide. Concernant cette petite ruchette kenyane, je vous ai dit que je les peuplais facilement, mais le transfert était toujours difficile dans les grandes ruches kenyanes. Donc je me suis retrouvée avec des ruchettes qui étaient peuplées, mais les colonies grandissaient et je ne savais pas quoi en faire. C'est là où j'ai pensé mettre mes petits éléments Waré qui sont d'une dimension pratiquement égale au-dessus de ma ruchette en mettant une petite planche pour boucher le trou qui manquait. Et ça a marché. Les abeilles sont montées, elles ont produit du miel, malheureusement également du couvain. Et j'ai pu pendant une saison observer une colonie dans une ruche qui finalement reproduit le principe de la ruche fonge dont nous parlons aujourd'hui. Donc c'est cette expérience que j'ai commencée l'année dernière que je souhaite poursuivre. J'ai fait faire des hausses qui sont bien adaptées cette fois-ci à la taille de mes ruchettes. Et j'espère également construire de nouvelles ruches fonges aux bonnes dimensions afin de voir justement si ce modèle, qui est un compromis entre la kenyane et finalement une ruche langstroth ou d'Adam, peut bien convenir en tout cas aux colonies de ma région et à ma pratique. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup à Claire Clément pour sa vidéo qui est très claire et très compréhensible. Avant, j'ai oublié d'introduire Claire en expliquant que, donc elle débute, vous avez entendu, elle débute
sur le modèle de la ruche-fonge, mais elle a eu cette même réflexion de venir poser une petite hausse sur une ruchette kenyane. Donc, c'est la même réflexion que les fondateurs de la ruche-fonge ont eu pour démarrer, pour lancer ce modèle. Donc, à suivre pour Claire Clément. Et donc, il nous reste la présentation de Monsieur Gerveyade de la SBL du PAED. Est-ce que vous avez trouvé l'icône de votre micro? Si Monsieur Gervais n'a pas trouvé, j'ai sa présentation écrite et je peux parler en son nom. Je pense qu'on va devoir faire comme ça, malheureusement. Mais heureusement, il est là pour m'entendre. Et si je dis des bêtises, il me reprendra. Je serai punie par la suite. Donc, eh bien, si on a la photo de Monsieur Fonge, si Charlotte a la photo de Monsieur Gervais, nous pouvons partager la photo. Comme ça, tous les spectateurs pourront voir le visage de Monsieur Gervais. Donc, Monsieur Gervais est coordinateur d'une ASBL qui s'appelle PAED. Il est également apiculteur avec 15 ans d'expérience dans l'apiculture et supervise actuellement 20 ruches personnelles, mais il suit également 200 ruches dans la zone du Nord Kivu. Alors, quelles étaient ses motivations pour tester la ruche-fonge? Donc, étant donné que nous avons une expérience dans l'apiculture, nous avons jugé bon de tester la ruche-fonge au moins un minimum de 5 ruches que nous avons installées dans notre rucher pédagogique, lesquelles ont été installées avec les ruches kenyanes, des ruches Lagrande, des ruches Langstroth ainsi que des ruches traditionnelles longiformes à 2 ouvertures. Cette motivation de tester la ruche-fonge était de s'enquérir de son mode de fonctionnement, sa capacité de production ainsi que sa manipulation comme les autres ruches. J'ai oublié de dire que la SBL PAED soutient à des projets de formation des apiculteurs et donc Monsieur Gervais est également formateur en apiculture. Donc, appréciation par rapport à la ruche-fonge. La première appréciation est que la ruche-fonge est facile à fabriquer car les matériaux sont disponibles localement et elle n'exige pas de fortes dépenses. La deuxième appréciation est que la ruche fonctionne comme toutes les autres ruches assimilées aux ruches Langstroth. Elle n'a pas besoin d'une grille à renne pour la séparation de la hausse. Il suffit de retirer une barrette pour permettre aux ouvrières de monter. Bref, elle est assez simple à manipuler. Mais quelques difficultés ont été rencontrées. La première difficulté est que les abeilles dans la ruche-fonge essaiment régulièrement, ce qui n'a pas donné le goût à beaucoup d'apiculteurs de la copier dans la région. La deuxième est liée au rayon de la ruche-fonge qui contient beaucoup de couvain sans donner du miel, malgré les fortes saisons de mielés. La troisième difficulté concerne les abeilles qui ne parviennent pas à monter dans la hausse, même si la ruche est pleine, donc même si le corps de la ruche est entièrement occupé. Apparemment, dans sa région, les abeilles ne montent pas dans la hausse. Voilà, dans la ruche-fonge, les abeilles se voient dans l'incapacité de chauffer la hausse, d'où elles se concentrent dans la partie inférieure en abandonnant cette dernière. La production serait bonne si les abeilles pouvaient accepter de construire les rayons dans la hausse, puisque dans la grande saison de 2019, une ruche pour sa partie inférieure avait produit une quantité de 5 kg de miel. Donc voilà en gros les difficultés rencontrées par Monsieur Gervais, c'est que dans sa région ou dans son rucher expérimental, il n'arrive pas à faire monter les abeilles au niveau de la hausse.
Voilà, petite parenthèse, c'est vrai que le nord Kivu, il y a beaucoup de montagnes, il fait peut-être un peu plus frais, donc je ne sais pas. Merci beaucoup. Voilà pour la présentation de nos 3 techniciens. Nous avons un petit peu de retard, mais ça ne devrait pas être trop grave. Nous arrivons maintenant au plus intéressant, au plus chouette, c'est le moment des échanges et des discussions. Et donc, je me tourne à nouveau vers Jean de Dieu Balahira, qui nous a dit tout à l'heure qu'il avait des questions. Je propose à nos 3 intervenants de sélectionner d'abord une question. Donc, merci de garder la deuxième pour plus tard. D'accord? Donc, Jean de Dieu, vous pouvez poser une question. Et moi, je vais également reprendre une question de Claire et de Gervais. À vous la parole. Merci beaucoup. J'ai été, Monsieur Fonge, j'ai été inspiré par votre riche pour me fabriquer une riche Langstroth dont le corps comporte les balettes ou cadres serrés qui ne permettent pas le passage des abeilles au centre. Mais ayant le passage des abeilles sur le diaphragme de la riche, comme ça se fait dans votre riche. Cette initiative a été motivée par le fait que la majorité des apiculteurs trouvent l'aroma, les grilles à laine ou parfois les grilles à laine coûtent si cher. Quel est votre avis à propos de mon initiative? Je peux poser une deuxième question? Je vais d'abord prendre une question de Gervais et une question de Claire. Donc, pour Monsieur Gervais. Ah oui, il demande pourquoi n'avait pas prévu l'utilisation de la grille à reine dans la ruche fonge, comme ça se fait dans la Langstroth. Voilà, c'est un choix. Et pour la première question de Claire. C'est par rapport aux dimensions du corps de la ruche fonge. Je constate que le volume du corps de la ruche fonge correspond au volume du corps Langstroth, soit environ 40 litres. Comment avez-vous déterminé les dimensions? Avez-vous fait plusieurs essais avec des dimensions différentes? La hauteur de 30 cm n'est-elle pas responsable d'effondrement de rayons? C'est le problème qu'elle constate dans ces ruches kenyanes et qu'elle tente de réduire la hauteur à 25 cm. Voilà les 3 premières questions. Est-ce que Monsieur Fonge, d'abord, peut donner des éléments de réponse et puis on donnera la parole à Monsieur Serge Ayangma. Monsieur. Oui, bonsoir. Je remercie notre cher ami Jean de Dieu, n'est-ce pas, pour sa brillante présentation et pour les observations faites sur les ruches fonges. Nous avons été très satisfaits, n'est-ce pas, de toutes ces observations. Concernant sa question, ce que nous pensons de sa préoccupation, c'est exactement la même préoccupation que nous avons fait, à savoir réduire les coûts. La grille à reine, chez vous comme chez nous, ne se trouve pas facilement. Il faut l'importer et ce n'est pas facile l'importation. Et même quand ça vient, ça a un coût. Donc, ça a été pour nous une grande victoire de trouver qu'on pouvait vraiment, n'est-ce pas, se passer de cette grille. Donc, c'est pour cette raison. Et je crois que ça va d'ailleurs rejoindre la question de Gervais ou de Claire, qui revenait toujours sur l'utilisation de la grille. Pourquoi nous n'avons pas utilisé la grille à reine? Justement parce que ça a un coût. Si on peut se passer de quelque chose, n'est-ce pas, les apiculteurs s'en trouveraient vraiment bien servis. Pour la question de Claire, je ne sais pas, il était question de volume. Comment nous avons fait pour arriver là, les dimensions, les fondements des colonies. Je commence par les fondements des colonies pour dire que le problème que là, nous ne l'avons pas pratiquement ici. Les colonies, pour ne pas dire le couvain, ne se fondent qu'au cours de la transhumance avec les barrettes.
Mais avec les cadres, il n'y a pas de problème de fondement. Donc, nous n'avons jamais observé que le couvain se fonde dans une ruche sur place. Du coup, les dimensions ne tendaient pas à résoudre le problème de fondement des colonies, mais plus à maintenir la colonie et surtout de maintenir la température constante. Parce qu'une très grande lac kenyane, je crois que Jean de Dieu a beaucoup parlé, n'est-ce pas, des conséquences, sinon que je crois clair, des conséquences du grand volume de la ruche kenyane, où les abeilles ont du mal à maintenir la température constante et où surtout il y a des perditions de colonies. Donc, je crois très ramassé. Voilà pourquoi nous avons, par expérience, déterminé ce volume qui correspond à 12-13 barrettes. Donc là, nous sommes à peu près à la moitié, n'est-ce pas, d'une ruche kenyane. Et il faut déjà, on ne doit pas réduire trop parce qu'il faut aussi tenir compte de la production. Donc, c'est deux paramètres, à savoir un volume acceptable et une production meilleure qu'avec un grand volume. Cela nous a permis à arriver et à stabiliser le volume de notre ruche à 40 litres, comme ils l'ont constaté. Je vous remercie. On reviendra peut-être s'il y a d'autres questions, d'autres précisions à faire. Merci. À vous. Merci, Monsieur Fonge. Est-ce que Serge souhaite rajouter quelque chose par rapport à ces questions ou est-ce que l'on passe aux questions suivantes? Serge? On ne vous entend pas, Serge. Serge va allumer son micro. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Claire Clément, la comparaison entre les 40 litres des ruches Lance-Chauffe et 40 ruches Fonge, c'est pas ça? C'est 40 litres dans les ruches Lance-Chauffe et 32 litres des ruches Fonge. Parce que la ruche Lance-Chauffe, c'est un cube. La ruche Fonge n'est pas cubique dans son corps. Déjà, il y a cette particularité-là. Du coup, ça crée aussi cette différence. Et parlant de la hauteur, les hauteurs des ruches Lance-Chauffe sont à 30, les hauteurs des ruches Fonge sont à 28. C'est pas forcément la même chose. Donc, nous n'avons pas les mêmes effets en termes de chute des couvains dans les ruches. Cependant, nous pouvons remarquer pour ceux qui ont utilisé la ruche Fonge et qui sont en train d'utiliser ça hausse à hauteur 30, ceux-là sont exposés vraiment à des chutes considérables des rayons de miel, quoi. C'est un peu ce que je peux dire. Et en revenant sur la problématique des grilles à reine, la grille à reine, ça se commande en groupe et nos apiculteurs n'ont pas encore ne sont pas encore associés pour passer ces commandes-là. D'ailleurs, la ruche Fonge a cette particularité d'avoir résolu cette problématique de ruche de grille à reine. Ça fait déjà un instrument, un outil qu'on peut déjà balayer dans le dispositif apicole. En tout cas, au niveau des apiculteurs à la base, quoi. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Serge. Si je peux me permettre de rajouter un petit élément, je pense aussi que la région où se trouve Claire Clément au Sénégal est très très chaude. Les températures sont peut-être plus élevées qu'au Cameroun, ce qui joue aussi sur l'effondrement des colonies, je pense. Et peut-être que rien n'empêche d'adapter aussi, de modifier. Je réagis car sur la plateforme TK, on publie des pratiques apicoles. Rien ne vous empêche de les adapter. Si vous souhaitez revoir les dimensions de la ruche Fonge, si le principe vous intéresse, mais que vous voulez changer quelque chose, eh bien, pourquoi ne pas diminuer la hauteur? Voilà. Voilà pour mon ajout. Je peux donner maintenant la parole à Jean de Dieu pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Merci. Ma dernière question le pose sur la motivation d'Ofonge pour fabriquer cette riche. Donc, je veux savoir si il a été motivé seulement sur
il a été seulement motivé par la diminution du coût de production quand même. Si on fait une riche qui n'exige pas l'utilisation de la grille aérienne, dans ce cas, chaque apiculteur peut aussi l'utiliser. Donc, je veux savoir s'il a été seulement motivé par le coût, seulement, c'est ça. Donc, s'il y a d'autres lacunes que sa riche pouvait répondre, c'est ça. Alors, je vais maintenant passer aux questions de Claire. Donc, concernant la hauteur et le nombre de hausses, avez-vous testé des hausses plus hautes? En général, mettez-vous une ou deux hausses sur vos ruches. Donc, vous avez dit tout à l'heure que la hauteur du corps était de 28 cm. Je n'ai pas en tête la hauteur de vos hausses. Merci peut-être en répondant de rappeler la hauteur de vos hausses et voilà, et de nous dire si vous avez testé différentes hauteurs. Et elle a une question sur le nombre de barrettes dans les hausses. J'ai constaté que les rayons de miel peuvent être beaucoup plus larges en période de miellet, ce qui provoque parfois un décalage des rayons dans les ruches kenyanes. Un décalage, c'est-à-dire qu'elles vont aller construire, par exemple, entre deux barrettes. Avez-vous testé de retirer une barrette dans la hausse pour les espacer légèrement? Les barrettes non jointives permettraient de mieux visiter aussi la ruche et de voir l'état de remplissage de la hausse sans déranger les abeilles, puisqu'elle nous a dit tout à l'heure qu'elle voulait pratiquer une apiculture naturelle qui demande le moins d'intervention possible. Donc voilà pour les questions de Claire. Pour les questions de Monsieur Gervais, je me permets de continuer d'intervenir pour Monsieur Gervais. Quelle est la stratégie que nous devons adopter pour que les abeilles parviennent à construire les rayons dans la hausse, bien que toutes les parties sont susceptibles de produire du miel et d'être récoltées. Donc le but est bien de récolter du miel dans la hausse. Voilà, je me permets de commencer peut-être par Monsieur Serge, cette fois-ci. Peut-être vous pouvez vous répartir les questions aussi. Je donne la parole à Monsieur Serge pour répondre à certaines questions. Oui, Elsa, je commence par la question de Gervais. La stratégie adoptée, déjà, il faut savoir que les ruches, les colonies d'abeilles ont plusieurs volumes. Il y a des moyennes dues à l'âge principalement de la reine et à leur souche. Donc, les jeunes reines de moins de 12 mois, généralement, leurs colonies n'ont pas encore accès à la hausse. C'est en réalité à partir du 13e mois jusqu'au 48e mois, c'est-à-dire aux environs de 4 ans, que les abeilles produisent normalement dans les hausses. Et des colonies plus vieilles, donc des reines plus vieilles, en perdant un peu de leur vigueur, deviennent un peu moins productrices et à ce moment-là n'ont plus accès aux hausses. Et là, maintenant, il faut essayer de régénérer ces colonies-là, voir pour ceux qui peuvent renouveler la reine d'abeilles, ils devront le faire, quoi, pour espérer reprendre avec des récoltes dans les hausses. Sinon, qu'en attendant, durant la toute première année de la vie de la reine, ou alors à partir de la 4e année, l'apiculteur peut de temps en temps faire des prélèvements dans les corps des ruches, parce que les hausses ne seront pas normalement activées. Bon, je reviens à la question de Claire sur les hausses plus hautes. En fait, la hausse songe, c'est de 18 cm. Déjà, avec des cadres d'Adam de 14 cm de hauteur, du coup, ça ne pose pas assez de problèmes. Mais nous avons aussi expérimenté en 2017-2018, nous avons un collègue qui a essayé avec une hausse très haute et il a été victime de la chute
de miel hein, durant les récoltes, parce que vraiment, c'est extrêmement fragile, surtout dans les récoltes de mars, avril. Et d'ailleurs, même nous avons trouvé des rayons qui étaient déjà tombés à cette période-là et qui étaient logés au-dessus des barrettes des corps. Donc, je pense que vous devez vraiment vous en tenir à respecter les données qui vous sont transférées de temps en temps dans les fiches techniques. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Voilà, je pense avoir déjà dit une bonne partie, sauf si j'ai oublié. Merci beaucoup, Monsieur Fonge. Est-ce que vous pouvez répondre aux autres questions? Il y avait la question de la motivation. Quels sont tous les éléments qui vous ont motivé à vous lancer dans ce modèle? Monsieur Fonge, pouvez-vous allumer votre micro? Est-ce que Monsieur Fonge nous entend toujours? Ah, voilà. Oui, je vous entends. Merci. Bien, Monsieur Jean de Dieu a posé une question de motivation. Le coût de la ruche n'a rien à voir dans la conception de la ruche Fonge, du moins initialement. Qu'est-ce qui nous a motivés? Nous avons travaillé avec les ruches kenyanes et pendant longtemps, le rendement était minable. Nous avons travaillé également avec les ruches d'Adam, notamment, comme ruche verticale, et nous n'étions pas toujours entièrement satisfaits. Ayant identifié les inconvénients de la ruche kenyane, on a apporté des modifications en masse de miel. Et voilà pourquoi donc, nous nous sommes rabattus vers la ruche verticale pour mettre des hausses. Et je crois que nous avons particulièrement été satisfaits. Maintenant, avec une ruche de synthèse, il fallait aussi, compte tenu des difficultés à avoir, n'est-ce pas, certains éléments comme la GRN, nous avons réfléchi et faisant du coup d'une pierre deux coups, à savoir résoudre le problème de grille à reine, mais aussi, n'est-ce pas, le problème du coût de la ruche qui nous a conduit à aller. Donc, la principale motivation était d'augmenter le rendement apicole. Nous espérons, grâce à vos expériences, avoir obtenu, sinon aller dans le sens d'améliorer la production et la productivité, n'est-ce pas, apicole. Je crois que pour les autres questions, il a été question du nombre et de la hauteur. Je crois que ça, j'ai répondu là. Sinon, le nombre de barrettes, 12 barrettes, prend les barrettes à 13,2 cm, c'est-à-dire 132 mm. Mais comme les menuisiers ne sont pas toujours très respectueux, parfois ils font les barrettes à 30 mm, donc 3 centimes au lieu de 32 mm. Du coup, on va mettre 12 barrettes et demie, parfois 13. Voilà. Donc voilà le nombre de barrettes qui a été arrêté. Et si la hauteur, on n'a pas eu besoin de tester plusieurs cas, puisque nous sommes partis sur le principe d'utiliser les hausses d'Adam. Or, les hausses d'Adam ont une hauteur bien définie. Donc, on ne devait pas chercher, n'est-ce pas, utiliser un corps kenyan et une hausse d'Adam. On connaît déjà les dimensions, au moins en termes de hauteur par rapport à ces éléments-là. Je crois que c'est l'essentiel. Et revenant sur la question de Gervais, concernant la construction dans la hausse, en disant qu'on doit normalement récolter le miel dans le corps et dans la hausse, nous déconseillons, n'est-ce pas, la récolte de miel dans les corps de ruche Fonge. Lorsque vous récoltez du miel, parce que généralement, on peut avoir 2 à 5 kilos dans le corps, comme on dit, en récoltant, vous fragilisez la colonie qui, pendant la disette, n'aura pas assez de provisions. Alors, elle va s'en aller. Donc, si on prend, n'est-ce pas, la précaution, si on n'est pas trop gourmand et qu'on récolte dans la hausse, naturellement, il faut bien que les abeilles montent. Si elles ne montent pas, vous serez obligé quand même de prélever quelque chose dans le corps. Mais toujours faut-il qu'il faut qu'on laisse assez de provisions dans le corps pour que les abeilles puissent bien passer la période de disette. Merci Elsa. À vous. Merci Monsieur Fonge. J'aimerais juste poser une ou deux questions avant de passer aux questions du chat.
Donc, il restait peut-être une question de Claire qui n'a pas reçu de réponse. C'est par rapport à la largeur des rayons. En pleine saison de mielée, les abeilles construisent parfois des rayons un petit peu plus larges pour stocker beaucoup de miel. Et alors, elle se demande, est-ce que c'est une bonne idée de peut-être retirer une barrette, puisqu'elle elle travaille beaucoup plus avec des barrettes, et les écarter un tout petit peu. Voilà, il y a cette question-là. Et je voulais aussi réagir par rapport au problème que rencontre Monsieur Gervais avec les ouvrières qui ne montent pas dans la hausse pour stocker du miel. Est-ce que, en augmentant un tout petit peu la largeur du passage à droite et à gauche, est-ce que ça peut faciliter la montée des abeilles? Voilà, c'est une question supplémentaire que je vous transmets. Monsieur Fonge? Oui, merci de revenir sur cet aspect important concernant l'espacement des barrettes. Alors, en voulant résoudre un problème, on en crée un autre. Lorsque vous retirez une barrette et que vous espacez les barrettes restantes, le problème qu'on crée maintenant, c'est un problème de chauffage. Parce que s'il y a perdition des champs de température, et pour résoudre ce déficit que vous avez laissé, vous voyez donc, vous n'avez pas résolu le problème. Non, je crois qu'il faut seulement respecter bien les dimensions des barrettes, sinon on ne va pas mettre une barrette à 30 cm, après revenir mettre une barrette à 2 cm, ou bien passer le temps à manipuler. Je crois que c'est un problème de contrôle. On peut contrôler autrement, n'est-ce pas, qu'en espaçant les barrettes. Autant, nous ne voulons pas utiliser ce genre de choses. Nous avons d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les barrettes ne construisent pas beaucoup? Nous pouvons plutôt, dans le corps, diminuer peut-être un rayon pour que les abeilles se ramènent plus à mieux construire que de construire n'importe comment. Donc, enlever une barrette n'est pas une bonne solution. Les abeilles vont perdre du temps pour, n'est-ce pas, propoliser les espaces que vous avez laissés. Parce que sinon, il y a des perturbations de température, ça peut créer un problème dans la colonie. Il y avait d'autres questions concernant... S'il te plaît, ça, tu peux me rappeler la deuxième question de Claire? Oui. C'est une question que je me pose par rapport au problème rencontré par Gervais. Je me demande, est-ce que l'espace à droite et à gauche pourrait être légèrement augmenté? Est-ce que ça faciliterait le passage dans la hausse? Tout simplement. Le passage que nous laissons est un passage d'environ 1 mm. Ça suffit largement pour que les ouvriers puissent monter. Regardez l'entrée de la ruche. Nous avons également 1 mm sur 15 cm de long. Mais tous les abeilles parviennent à entrer. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Oui, le problème n'est pas à ce niveau. Les abeilles n'ont pas, les ouvriers n'ont pas du mal à monter. Je crois que Serge a apporté une réponse à cela. Il faut tenir compte de l'âge de la colonie. Les colonies plus jeunes ne sont pas suffisamment actives. De la même manière que lorsque la laine est vieille, n'est-ce pas, il n'y a plus assez de colonies pour aller en hausse. Donc le problème, ce n'est pas cela, mais plutôt l'âge de la colonie. Oui, Serge, je peux ajouter. Je voudrais juste dire que vous avez parlé d'1 millimètre, mais vous vouliez certainement dire 1 centimètre pour le passage. Je pense. Ouais. Allez-y, Serge. Oui, M. Fonge a parlé du passage sur les deux fenêtres d'environ 8 à 10 mm, donc sur les côtés. Mais il faut déjà continuer à préciser que les hausses se posent en début de saison apicole, après avoir désactivé les sémages naturels. Et le début de saison apicole, c'est-à-dire le début des grandes ponces, est au Cameroun entre novembre et décembre. Donc les hausses se posent début novembre, parce que ce sont des miels qui sont récoltés en janvier, février. Et pour ceux qui posent les hausses, par exemple en mai, juin, ces hausses-là ne seront pas activées. Parce que déjà, même au Cameroun, après avoir récolté les miels, les colonies redescendent encore à partir de mai
juin, surtout juin, pour entrer en hibernation durant la disette apicole. Donc, il faudra revoir la période de pause des hausses déjà et associée à l'âge de la reine et à la maîtrise de l'essaimage. Parce que chez nous au Cameroun, les grands essaimages se développent à l'entrée aussi aux environs de décembre, durant la période de novembre, décembre, janvier. Il y a des essaims primaires, secondaires et autres là, qui en réalité dépeuplent les colonies. Et il faudra d'abord, je reviens là-dessus, d'abord maîtriser votre essaimage avant de poser la hausse en début de saison. Pour le Cameroun, c'est en novembre. Je n'ai pas la météo des autres pays. Je pense que c'est ce qu'il faut préciser déjà. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Ce que je comprends par rapport au calendrier apicole, c'est que vous posez la hausse environ 2 mois avant la récolte, environ, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Et pour revenir à la question de Claire Clément, vous savez, la largeur des barrettes Hoffman, c'est 30 mm. Hein? 30 mm pour les corps et 32 pour les os. Et pour elle, par exemple, nous sommes en climat chaud, elle peut aller peut-être à 35 mm en os parce que en grande saison de mielé, les rayons effectivement sont assez larges, d'environ 35 mm aussi. 32, 35 mm. Donc, il faut en tenir compte. Mais chez nous, ça c'est valable avant mars ou alors jusqu'en mars. Et si vous récoltez les miels de février à mars, vos miels de mai, juin seront déjà encore amaigris. C'est-à-dire, on va revenir dans les 28 mm. Par conséquent, nous pensons que ce n'est pas très nécessaire de modifier la largeur des barrettes d'une. Il faut simplement s'arrimer, quoi. Ce n'est pas très nécessaire. Ok, merci Serge. Mais oui, la petite différence sera au niveau, dans les intervalles qui régissent les rayons de miel en os. Dans les corps, nous serons environ à 6 mm. Et dans les os, ça sera un peu plus réduit parce que là-bas, en os, les mâles ne passent pas beaucoup. C'est juste une affaire des ouvrières, en fait, en os. Donc, ce n'est pas nécessaire de modifier la largeur des barrettes. Il faut rester à 30-32 mm. Oui, un inconvénient Voilà. aussi, si vous commencez à avoir des barrettes de 30 mm en bas et 32 ou 35 au-dessus, c'est que vous ne pouvez plus jouer avec les barrettes. Vous devez tout contrôler, c'est-à-dire vous ne pouvez plus mettre une barrette de hausse dans le corps ou inversement. Ça devient compliqué à gérer. Inversement. Donc, il faut peut-être mieux garder 30 mm et Claire, si elle souhaite, testera de les écarter un petit peu ou pas. Chacun non, les abeilles ont cette capacité. Les abeilles ont cette capacité de réduire, de créer des passages entre les rayons. Durant la constitution des rayons, elles essaient de créer des petits espaces favorables à leur passage, même si nous avons, à nos yeux, le rayon semble être très, très, très épais, quoi. Donc, elle doit garder simplement ses barrettes pour faire ce jeu-là. Le jeu au score. Tu dois le conserver, tu ne dois rien changer. C'est notre conseil, quoi. OK. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais maintenant passer la parole à Patrice parce que je vois que dans les questions-réponses, nos participants ont pu noter pas mal de questions. Voilà, elles ne pourront certainement pas toutes être posées, mais nous essayerons d'y répondre après le webinaire et de publier les réponses. Patrice? Donc voilà, c'est difficile de choisir parce qu'il y a quand même nombreuses questions, elles sont très intéressantes. Et alors j'essaie de prendre les plus représentatives. Alors il y a une question j'essaie de recouper plusieurs questions en une. C'est Eric Guérin qui lui est de l'autre côté de la planète, il est en Asie. Alors, il aimerait bien essayer de tester la ruche-fonge sur Apis cerana. Et alors, il a une question. Il disait d'abord qu'il vous remerciait déjà pour cette excellente présentation. Et il demandait, vous avez mentionné des tests comparatifs entre la ruche-fonge et la ruche kenyane et peut-être d'Adam par ailleurs.
pouvez-vous préciser les paramètres testés et partager les résultats de ces tests? Allez-y, Oui, on vous merci pour écoute. cette question. Merci pour cette question importante. Quels sont les paramètres testés? C'est essentiellement la production. La production ici et là, mais aussi, n'est-ce pas, l'adaptabilité de la ruche par rapport aux dépétitions de colonies que nous avons observées avec la ruche kenyane pendant les disettes. La ruche fonge conserve plus longtemps les colonies. Donc, en conservant les colonies, elle produit davantage que la ruche kenyane. Ce sont les paramètres que nous avons. Donc, la production qui est liée naturellement au fait que la ruche, les abeilles ne quittent pas la ruche fonge pour un oui ou pour un non. Voilà. J'espère avoir répondu. S'il y a des précisions à faire. S'il y a des précisions à faire, on pourrait les faire aussi un peu par après. Alors, une grosse... Il y a Serge qui voulait rajouter quelque chose, peut-être. Il faut réactiver le micro. Oui, essayons de faire une comparaison entre une ruche kenyane et une ruche fonge. Déjà, la kenyane est relativement plus petite. Elle stabilise son microclimat à environ 31 degrés, déjà. De deux, elle a une vitesse de construction des rayons un peu plus rapide que dans une ruche kenyane. Serge, Soit à la même période de récolte. Serge, ici tu parles de la fonge. Oui. De la fonge et de la kenyane. Donc, je reviens. Lorsque nous comparons une ruche fonge à une ruche kenyane, je pense que c'était ça la question. Je disais que la ruche fonge a une vitesse de fabrication ou de construction des rayons d'ici un peu plus accélérée. Au Cameroun, par exemple, entre novembre et mars, toujours au Cameroun, le taux d'humidité de miel à l'instant T, de miel récolté dans une ruche kenyane, imaginons le 5 janvier, et dans une ruche fonge aussi le 5 janvier, au 5 janvier, le taux d'humidité sera plus bas que le taux d'humidité contenu dans une goutte de miel des ruches kenyanes. Ça veut dire que si nous avons un miel à 20% d'eau, d'humidité, nous serons environ 21-22 pour une ruche kenyane. Vous comprenez ça? L'autre chose, c'est que pour ceux qui utilisent les ruches fonges à cadre, l'intervalle entre deux récoltes de janvier à mars est de 30-33 jours. Ça veut dire que si vous récoltez votre miel le 10 janvier, vous pouvez revenir dans une hausse à cadre de ruche fonge le 10 février ou bien le 15 février. Ça, c'est valable pour les ruches fonges à hausse à cadre. Pour les ruches fonges à hausse à barrette, vous revenez dans les 55 jours, 60 jours. Et s'il vous plaît, lorsque vous récoltez un miel de fin janvier dans une ruche fonge, dans la ruche kenyane, les rayons de miel possèdent encore environ 40 à 60 couvains de couvains sur le même rayon. Ça veut dire que si vous voulez forcer les récoltes, vous allez forcément vous séparer de ces couvains-là et les jeter. À la même période, il y aura un petit gaspillage des couvains à l'instant T, surtout dans la période de décembre, fin février. Les ruches kenyanes, chez nous, leurs récoltes les miels sont chargés à 80% sur les rayons à fin mars. Du coup, la plupart de nos producteurs font une seule récolte, celle de mars ou avril. Voilà un peu 3-4 paramètres que nous avons essayé d'élaborer entre les ruches kenyanes et les ruches fonges. Vous devez aussi savoir que chez nous, un rucher à ruche kenya, le même nombre de ruches, lorsqu'il est converti l'année qui suit dans les ruches kenyanes, dans les ruches fonges, c'est un rucher qui va environ de 80 litres à 200 litres. Ça veut dire forcément un peu plus de 2 fois la récolte des ruches kenyanes. Ça, ce sont nos tests.
comparatif. Merci. Ok. Merci. Merci. Alors, ce qui revient un peu, je ne sais pas si c'est la question la plus intéressante, mais en tout cas, elle revient beaucoup. Il y a des grandes inquiétudes quant au risque de remontée de rennes dans les hausses. Et donc, notamment, en fait, un spectateur demandait s'il y a des problèmes plus de montée en fait, de rennes dans les hausses à partir du moment où le couvain est excentré dans le corps de ruche. Je ne sais pas si la question est claire. Qui pourrait répondre à ça? En tout cas, il faut bien repréciser qu'il n'y a que 2 petits passages possibles pour la reine. C'est 2 passages sur les côtés, puisque dans le corps, les barrettes sont collées l'une à l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si la reine a souvent envie d'aller se promener sur les parois extérieures de la ruche. Je laisse la parole à Serge, qui fait des signes de la tête. Serge. Oui. Donc, les riches fongent le taux de ponte en hausse variable très, très faible sur 5 ans, en fait. Si vous comparez à d'autres riches, parce que la reine va un peu difficilement. C'est quand même du 11 barrettes, c'est 12 barrettes en fait. Mais lorsque vous sacrifiez une barrette pour poser la huche, vous revenez à 11 barrettes avec cette profondeur dont nous avons élaboré environ 26 cm de hauteur du cil. Donc, les reines ne montent pas. Il faut que la reine soit très forte, qu'elle ait environ 3 ans pour monter et quelquefois pondre peut-être sur un seul rayon et redescendre. C'est un peu des cas rares quand même hein, sur 5 ans déjà. Et donc, la problématique de pondre en hausse, je reviens là-dessus, est liée au fait que l'apiculteur maîtrise les sémages. Parce qu'il peut poser la hausse au moment où la colonie prépare les sémages. Ça veut dire que 2 semaines ou 3 semaines après, la colonie va s'affaiblir, s'amoindrir. Il faut qu'il maîtrise son sémage avant de poser la hausse. En début de saison, nous sommes bien clairs là-dessus. Il faut insister là-dessus, en fait. Et à côté de l'âge des rennes. Donc, et sachons aussi que après les grandes récoltes de miel chez nous au Cameroun, mars, avril, mai, vers juin, les colonies redescendent parce que le niveau de température des hausses baisse environ 22 degrés, 21, 22. Donc, les abeilles reviennent dans les corps pour se concentrer un peu au chauffage, sorte de diminution et attendre la reprise de la saison octobre-novembre. C'est ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas le hasard. Ça doit avoir un calendrier, un timing. Il faut respecter le timing de poser les hausses, en fait. Monsieur Font, je voulais ajouter une précision, peut-être. Alors, oui, effectivement, la précision, quelqu'un a parlé de colonies ou de couvains excentriques. Je dois préciser que le couvain est fait à partir de l'entrée de la ruche. Lorsque l'entrée est au milieu de la ruche, les abeilles, la reine fabrique le couvain des côtés et de l'autre. Donc, très souvent, c'est centré. Maintenant, quand on pose la hausse, on s'assure que le bas, c'est-à-dire le corps de ruche, est plein et on en profite pour contrôler le niveau de couvain. Si les couvains sont déjà au bord des 2 côtés, ce qui montre que la reine n'a plus pour pondre, c'est là où nous intervenons. On doit supprimer donc 1 ou 2 couvains pour permettre à la reine de continuer à pondre dans la hausse et elle va donc être fabriquée dans les cadres ou dans les barrettes de riz. Là, la reine va rester spécialement au milieu. Donc, c'est quelques cas exceptionnels où on a pu monter et on a pu voir des pontes en hausse. C'est les 2 précisions que à savoir que généralement le couvain est centré. On ne trouve pas de couvain toujours excentrique et nous contrôlons le niveau de couvain. Et ce n'est justement pas pour ça qu'on n'a pas, c'est pour ça qu'on n'a pas fait des ruches fonges à 10 barrettes parce que nos abeilles produisant beaucoup, les 10 barrettes pourraient être plus facilement couvertes par la reine.
Quand c'est déjà au niveau de 12 barrettes, c'est exceptionnellement que la reine peut couvrir les 12 barrettes dans la période de mielée. Alors, il faut intervenir pour la hausse. Là, les ouvriers montent et fabriquent du miel dans la hausse. Merci. Merci. Donc oui, donc ça mérite vraiment de laisser l'occasion à la reine d'avoir de la place pour pondre au moment où, en fait, où on plate les hausses pour être sûr qu'elle ne puisse pas remonter, en fait. Merci pour votre réponse. Peux-tu sélectionner encore 2 questions? Encore 2 questions. Oui, Là, tu il y en peux a les dire. beaucoup, Il nous reste, oui, il nous reste 5 minutes. On va dire 5 minutes. Si on dépasse de quelques minutes, ce n'est pas trop grave. Oui. Voilà, 2 questions. On verra si on a encore le temps pour en rajouter après. Il y a une question mais qui n'est peut-être pas spécialement liée à la ruche fonte. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, même souvent sur d'autres modèles, qui peuvent se poser la question. Mais si on veut l'adapter à la question à la ruche fonte, c'est comment favoriser la montée des abeilles dans la hausse. Parce que c'est vrai, si jamais on fait une... Patrice? Oui, bon, cette question, elle a déjà été posée tout à l'heure. Est-ce que tu peux poser une autre? Oui. On reviendra dessus si c'est nécessaire, mais il vaut mieux diversifier les questions. Comme je suis concentré moi, sur ma technique, je n'ai pas toujours écouté le propos. Pas de problème. Alors, j'ai une autre question qui demande, dans les régions où les mielés sont limités dans le temps et en quantité, l'idée de réduire le volume de hausse serait-elle une bonne idée? Tu peux poser une deuxième question? En même temps? Il y a des questions qui sont un peu plus quantitatives sur le nombre de hausses maximum qu'on peut récupérer, mais je pense que ça dépend beaucoup de la région et des mielés. Monsieur Serge, est-ce que vous pouvez déjà apporter des éléments de réponse? Donc, sur le nombre de hausses, peut-être le coût de la ruche et ta première question. Oui. Comment favoriser la montée des abeilles dans la hausse? C'est vrai que nous avons déjà eu à parler, mais nous pouvons revenir là-dessus. Déjà, pour ceux qui utilisent les hausses à barrettes, ils vont prendre un rayon de corps peut-être sec pour récolter ou avec récolter, et ils peuvent couper à la hauteur de la hausse et conduire ce rayon-là dans la hausse. Ça, c'est façon d'enseigner aux abeilles ce qu'elles doivent en réalité faire. Bon, la mielée, pour les mielés limités, réduire le volume des hausses serait une bonne idée, peut-être revenir à 15 de hauteur, c'est-à-dire environ à 10-12 du cadre en fait. Mais il faudra voir comment ça pourra se gérer chez l'apiculteur qui devra apprendre à manipuler plusieurs modèles de hausse à la fois, plusieurs volumes. C'est vrai que je n'ai pas trop suivi la troisième question de Patrice. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi la troisième question. Le nombre de hausses maximum que vous avez déjà posé. Ah! Oui, nous avons, pendant la ruche fonge, vous savez, il y a d'abord de 11 cadres, c'est énorme. Et nous avons posé 2 hausses, telles que vous avez vu la vidéo. C'est du 17 litres en une récolte, c'est-à-dire 9 à la première récolte, 9 et à la première hausse et 8 à la deuxième hausse. Ça, c'est lorsque vous essayez d'extraire partie par partie pour vous permettre d'évaluer ça. Mais il faut savoir que la première hausse, à ce moment-là, dans la première hausse, ces rayons sont plus épais et les rayons de la deuxième hausse sont relativement moins larges. Et je pense que 2 hausses, c'est très bon pour une ruche fonge. La troisième hausse ne vous servira presque à rien pour cette saison-là. À 2 hausses, c'est les meilleures colonies. 2 hausses et 2 récoltes. C'est très bon. Ça fait environ 32 litres, c'est-à-dire 17 et 15 litres pour la deuxième récolte, 65 jours plus tard. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Merci beaucoup. Oui, merci. Patrice. Merci. Bon, je pense qu'on va se limiter ici pour les questions du chat. Je me permets de poser juste une petite question. Lorsque on utilise des hausses à barrettes, est-ce que vous avez déjà rencontré
des abeilles qui viennent fixer les rayons sur les parois de la ruche ou sur les barrettes du corps. Est-ce que vous rencontrez ce problème-là? Oui, ça vient lorsque, dans les temps de forte mielée et des temps aussi où l'apiculteur n'a pas le temps de venir récolter, lorsqu'il y a eu un retard sur la récolte, en fait. Sinon, je pense que c'est même un très bon signe de vitalité de la colonie et de la végétation environnante. C'est un très bon signe, finalement. C'est pas un phénomène, c'est pas un inconvénient, c'est un très bon signe de vitalité de la colonie, quoi. J'aime bien ça, même s'il y a des grattages à faire, mais je pense que si vous n'avez pas le temps de récolter, vous allez forcément trouver ce cas parce que les abeilles vont imaginer ou continuer à fabriquer leur cire et charger leur miel. C'est un très bon signe de vitalité, quoi, en fait. Merci. Merci. Eh bien, il est 12h48. Je pense clôturer les échanges, mais peut-être M. Fonge souhaite rajouter un élément de réponse avant que je clôture les échanges. Monsieur Fonge? Oui, je crois que Serge a tout dit. Ça veut dire que lorsque les abeilles vont au-delà des cadres, dans certaines de nos vidéos, nous avons appelé ça du plus de 100%. Plus de 100% veut dire que le cadre est déjà plein, mais les abeilles construisent soit en dessous, parce qu'il y a 1 à 2 cm de débit en dessous, elles construisent en dessous, elles construisent sur les parois. C'est un très bon signe de vitalité de la colonie et ça nous fait plaisir. Voilà. Ok, eh bien, voilà, je clôture les échanges de ce webinaire et je souhaite transmettre mes remerciements à Monsieur Fonge et à Monsieur Serge, cofondateur de la ruche Fonge au Cameroun. Un tout grand merci pour vos interventions très riches. Je remercie également les techniciens apicoles, Monsieur Jean de Dieu, Gervais, ainsi que Madame Claire Clément. On a essayé de gérer les petits inconvénients de connexion que vous avez rencontrés dans différents pays. J'espère que les participants et les spectateurs sont satisfaits de ce webinaire. Merci à tous. Je remercie également mes collègues, mon collègue Patrice ainsi que Charlotte Liétard de la FAO. Je vais encore donner la parole à chacun de vous. Il est prévu que vous donniez un petit mot, le petit mot de la fin, une petite phrase. Qui souhaiterait intervenir? Levez la main, ceux qui souhaiteraient transmettre le mot de la fin. Sinon, je désigne. Patrice. Voilà, je voulais remercier tous les intervenants et puis particulièrement M. Fonge et Serge. Moi, je vous connais un petit peu depuis que je suis chez Maya. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et puis, j'ai été voir vos vidéos sur YouTube. Vous êtes assez productif en contenu vidéo. Et c'était très, très enrichissant d'avoir votre échange comme ça en direct. C'était très enrichissant. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Quelqu'un veut parler? Serge, un petit mot de la fin. Oui, déjà je remercie tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre aujourd'hui et aussi je remercie vous de Miel Mayoni et cette initiative de partager vraiment l'actualité apicole de ces derniers temps, quoi. Et je vous remercie aussi de continuer de faire la promotion de cette ruche-là qui vraiment fait de la différence ces 20 dernières années, que je peux dire. Bonne chance à ceux de l'apiculteur qui sont en train d'expérimenter. Oui, je remercie déjà la FAO qui, je crois, est le superviseur de cette émission. Je remercie beaucoup Elsa Desmoulins qui, avec le miel Maya, depuis fait beaucoup de choses pour l'apiculture en Afrique en général, au Cameroun en particulier. Je remercie beaucoup nos techniciens qui essaie de tester la ruche Fonge. Je dois dire ici que j'ai fait découvrir la ruche Fonge à travers une question qui avait été posée sur un site. Peut-on faire de la ruche kenyane un modèle universel? Donc, au moment où j'ai introduit la ruche Fonge, c'est parce que pour ma part, je pense
je laisse, n'est-ce pas, la parole aux techniciens qui l'expérimentent. Je voudrais que davantage de gens l'expérimentent pour dire véritablement si la ruche Fonge méritait d'être une ruche universelle. Je vous remercie et j'encourage donc le maximum de gens à tester cette ruche. Vous n'avez rien à perdre, hein, puisque déjà nous savons qu'elle augmente la production. C'est ce que tout apiculteur souhaite et je pense que nous serons d'accord sur ce point. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Jean de Dieu est toujours avec nous? Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot avant de clôturer? Pouvez-vous activer votre micro, Jean de Dieu? Oui, c'était un remerciement. L'autre chose que je peux dire, c'est que nous allons continuer à expérimenter cette riche et que les résultats de nos recherches et actions seront envoyés aux collègues de façon que nous continuerons les échanges afin quand même d'obtenir de bons résultats. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que le modèle de la ruche Fonge est un modèle innovant, très intéressant, qui est certainement très adapté là où M. Fonge et Serge l'utilisent au Cameroun. J'invite effectivement tous les apiculteurs qui le souhaitent à tester cette ruche-là, mais peut-être qu'elle ne sera pas adaptée dans d'autres régions ou à d'autres types d'abeilles. Donc, voilà, gardons toujours tous les modèles de ruches existants, expérimentons-les et chacun pourra ainsi choisir le modèle qui lui semble le mieux adapté à ses abeilles, à son environnement et à ses propres pratiques. Donc voilà. Encore une fois, merci à tous les spectateurs et nous pouvons clôturer ce webinaire. Nous vous invitons bien évidemment à explorer le site web de la plateforme TK. Les présentations que vous avez vues, nous vous informerons quand elles pourront être publiées. Donc, la vidéo a été enregistrée. Elle sera publiée sur le site de la plateforme TK. Je m'occupe aussi de publier des notifications, d'envoyer des newsletters au nom de BNNS et je fais la promotion de fiches techniques apicoles. Donc, pour les participants, parmi les participants, il y a déjà des membres du groupe apicole francophone. Mais les participants qui seraient plutôt des apiculteurs français, belges, européens, tout le monde n'est pas inscrit aux notifications. N'hésitez pas dans le chat à dire si vous souhaitez recevoir les newsletters de la plateforme TK. Voilà. Donc, c'était le premier webinaire organisé par BNNS et Miel Maya. Nous espérons qu'il y en aura des suivants cette année ou l'année prochaine. Vous avez un petit mot à nous dire pour clôturer ce webinaire? Voilà. Eh bien, je pense que tous ceux qui ont répondu au questionnaire peuvent quitter quand vous le souhaitez. Je vais vous laisser. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à toi, Elsa. Au revoir.